Bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Geoffroy, DRH de KPMG, et il me revient l'honneur d'ouvrir le webinaire. Et je souhaite, en tant que DRH de KPMG, vous donner un point de vue pour lancer les discussions, alors que la génération Z commence maintenant à irriguer le marché du travail. De nombreux articles, des reportages diffusent une image, parfois jusqu'à la caricature de cette génération qui serait tout à fait à part et différente des autres. Cette génération elle-même peut être surprise de se voir placée dans des cases, mais elle se revendique aussi singulière, notamment par leur posture de consommateurs autonomes. Le professorship et New Generation Management prend acte de cette réalité et pose la question de l'identité particulière de cette génération, de ses spécificités vis-à-vis de ses aînés. Son office est double, tout d'abord par un prisme managérial, améliorer les relations de collaboration avec ces jeunes qui sont des acteurs cruciaux du monde professionnel et comprendre leurs motivations et aspirations des aides consommateurs. Mais ensuite par un prisme scientifique, sinon ce ne serait pas un professorship, en essayant de comprendre les facteurs qui fondent l'identité de la génération Z et la singularisent, si tant est qu'une telle identité existe, comme on l'a dit. Et partant de là, retracer avec justesse la nature de ces interactions avec le monde. Un élément nouveau est venu rajouter une problématique, cela dit. En effet, n'oublions pas que le contexte sanitaire et économique actuel est éminemment problématique pour les aides. Leur rapport aux études et à l'emploi est absolument bouleversé et la traversée de tels épisodes à cet âge de la vie ne manquera pas de transformer leur rapport au monde et à l'entreprise. Et d'aucuns parlent déjà de génération Covid. Ils voient leurs possibilités se réduire drastiquement sur le marché de l'emploi, sont parfois contraints de prolonger leurs études ou d'accepter des postes qui ne correspondent pas au niveau de leur diplôme ou de salaire pour éviter le chômage. Et car au-delà aussi de ces considérations économiques et démographiques, c'est la santé psychique et l'équilibre même de cette population qui sont aujourd'hui mis à mal par la crise sanitaire. C'est pourquoi il nous apparaît d'autant plus crucial et même urgent dans ce contexte de se pencher sur leur cas, sans opportunisme, sans cynisme, mais avec une volonté sincère, réelle et appuyée de favoriser la compréhension et le dialogue avec cette génération. Et pourquoi pas prendre parti pour eux dans ce climat qui leur est si difficile, comme nous le faisons chez KPMG en maintenant un volume de recrutement significatif. Voilà en forme d'introduction ce que je voulais vous dire. David, je te passe la parole. Merci Laurent pour ces propos introductifs et merci à l'équipe de KPMG, notamment à Gaël Mercier qui va co-animer ce webinaire et Régis Semouni qui est à l'initiative du projet et dont le soutien indéfectible nous est essentiel pour réaliser la principale mission du professorship, à savoir produire de la connaissance sur l'identité des aides, les aides et leur rapport au travail et à la consommation, avec toujours une méthode: partir de la discussion, du dialogue et de l'écoute des universitaires, des acteurs de la vie des entreprises, mais aussi et peut-être surtout de la génération Z, pour conceptualiser et produire un contenu à la fois très concret pour une audience large et mobilisable dans les différents champs du management et de la gouvernance. La mission de ce professorship consacré à la génération Z, c'est-à-dire à ces adultes, nos frères et sœurs, nos enfants, nés entre 1998 et 2016, se déploie autour de 4 axes. Le premier, un axe d'enseignement et de séminaire et d'encadrement des étudiants. Et je suis heureux d'annoncer aujourd'hui le premier mémoire du professorship qui a été attribué à Pauline Castoriadis sur le sujet « La génération Z existe-t-elle? Élément de réponse pour leurs managers ». Un deuxième axe constitué d'une série de podcasts sur les aides consommateurs et collaborateurs. Enfin, un troisième axe, des articles sur l'innovation managériale, l'entrepreneuriat et la génération Z afin de mettre en avant les expériences réussies, le plus souvent, mais aussi manquées, d'entrepreneuriat des aides et la mise en place de Shadow Comex dans les entreprises des deux côtés de l'Atlantique. Dernier axe, le cycle de conférences qui débute ce soir avec vous et je vous remercie au nom de toute l'équipe pour votre présence nombreuse. Le cycle de conférences intitulé « Relever le défi de demain, mieux comprendre, mieux collaborer avec la génération Z »
est structurée autour de thématiques aussi variées que les questions d'apprentissage, d'autorité, des nouvelles modalités d'enseignement, des luttes sociales, de la mobilisation pour le climat, de la fidélisation au travail et bien évidemment du rapport aux écrans, la génération Z et le digital, la séance d'aujourd'hui. Gaëlle. Merci David. En effet, l'un des grands marqueurs de l'identité de la génération Z, c'est en effet son rapport quasi invariant au digital. L'expression digital native n'est pas un concept vide. Les Z n'ont pas connu l'avènement du net ou du smartphone, mais sont nés dans un monde où ceci les précédait. De là, c'est un rapport au monde nécessairement nouveau qui se dessine et que cette première conférence se doit de questionner autour de différents enjeux que sont la sociabilité, par exemple, la perception de soi, les modes de consommation et d'autres enjeux que nous aurons l'occasion de voir aujourd'hui. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Elisabeth Soulier, qui est anthropologue et qui est aussi l'auteure du livre La génération Z au rayon X, pour discuter de la reconfiguration de ces identités d'un point de vue anthropologique. On ne peut en effet se passer du point de vue des sciences humaines pour étudier sérieusement cette nouvelle population. Nous avons également l'honneur de recevoir Arthur Baudolec, qui travaille pour Instagram et Facebook en tant que designer. C'est une véritable chance de pouvoir bénéficier de son point de vue à travers lui, et à travers ses expériences, de celui des géants des réseaux sociaux, pour comprendre comment et pourquoi ces derniers intègrent dans leurs activités des considérations sur la génération Z. Et parce que nous pensons que la jeunesse est essentiellement dans une vie, une phase d'initiation et aussi une phase d'apprentissage, nous avons à cœur de mettre au centre de cette conférence la question de l'éducation digitale. Et pour discuter de ce point-là et de ce qu'elle peut changer pour cette génération, nous avons l'honneur de recevoir Marie-Christine Levet. Merci Gaëlle. Alors nous avons 1 heure de questions-réponses avec nos 3 intervenants et ensuite 15 à 20 minutes consacrées aux questions-réponses que vous souhaiteriez poser et que nous allons réceptionner, Myriam, Gaëlle et moi-même, dans le chat. Alors, la première question, Elisabeth, puisque vous avez l'honneur de débuter, la génération Z se définit-elle par son rapport aux écrans? Alors, je vous propose, Elisabeth, de débuter, Arthur et Marie-Christine. Elisabeth. Oui, bonsoir déjà tout le monde et merci en tout cas de me donner la parole. Ce qui est vrai, ça vient d'être indiqué, la génération Z n'a pas connu un monde sans écran et sans connexion Internet. Donc, elle n'a pas, pour elle, la révolution numérique n'a jamais eu lieu. Elle est peut-être la représentante de cet homo numericus dont parlait avec beaucoup d'humour Michel Serres, mais en effet, elle naît dans les années 2000 et les années 2000, eh bien, c'est un moment où il y a une mutation au niveau entre les nouvelles technologies d'information et de communication qui vont basculer, muter vers les NTR, nouvelles technologies de la relation. C'est-à-dire qu'on va passer du digital au réseau social, on va passer de l'ordinateur personnel au social media et de l'individu au collectif. Ça change complètement la donne parce que les attitudes, les pratiques, les comportements numériques de la génération Z vont être avant tout et essentiellement relationnels et communicationnels. Et puis sa représentation du monde va être la représentation d'un monde social. Donc, je ne vais pas m'étendre sur l'explication du pourquoi il y a eu cette mutation, mais c'est en effet quand même un des éléments clés, c'est quand même l'apparition des réseaux sociaux, puisqu'on sait que MySpace, la première plateforme d'échange de contenu et de blog, était en 2003, qui a été suivie très vite donc par Facebook, ce premier réseau social grand public, et puis ensuite par Flickr, qui a été une plateforme d'échange d'images, et YouTube ensuite par l'échange de vidéos, et puis après tous ces réseaux sociaux que connaît si bien la génération Z, et beaucoup mieux que moi d'ailleurs. Il y a eu aussi l'avènement de la 3G, de la 4G, enfin tout ça c'est une conjonction d'éléments qui permettent justement à faire qu'on parle de cette génération de digital native, mais surtout de social native. C'est une génération donc qui est profondément sociale et qui va développer sur les réseaux sociaux en particulier, mais dans plein d'autres types de communautés, elle va développer son moi social qui va être en permanence stimulé sur les réseaux sociaux, sur le web et stimulé aussi dans la vie réelle. En fait,
parle aujourd'hui, pour construire ses identités, cette génération, elle les construit à travers des tribus, ce qu'on appelle des tribus postmodernes, qu'elles ont été développées par le sociologue Michel Maffezoli. On parle de communautés d'appartenance, de communautés affectives, unitaires, proxémiques. En fait, cette génération, elle vit, elle se construit ses identités, et en particulier ses identités sociales, dans une pléthore de communautés auxquelles elle appartient, dans un foisonnement d'amis. C'est des centaines d'amis sur Twitter, plusieurs centaines d'amis sur Facebook ou sur Snap. Et donc, dans ce foisonnement d'amis, dans ce foisonnement relationnel, eh bien, elle va partager, elle va communiquer, elle va aimer, elle va juger, elle va s'informer. En fait, elle va vivre et elle va se construire sur ses identités numériques. Qui stimule la vie en réel. En fait, c'est très difficile quand on parle de la génération Z de faire des séparations entre le virtuel et le réel, puisque la génération Z est ce que j'appelle transfrontalière, c'est-à-dire qu'elle passe son temps à faire des allées et venues entre le monde numérique et le monde réel, comme elle fait des allées et venues. On va le voir probablement dans la suite, sur plein d'autres, ce qui a été opposé, une vision du monde très binaire et qui devient une vision du monde au contraire reliée. On ne peut pas comprendre cette génération, en effet, si on n'a pas en tête cette notion de reliance, cette notion de relation, et dans lequel, en effet, elle se constitue, dans lequel elle a confirmation de son existence. En fait, quand on dit « j'existe dans la mesure où je suis connecté », c'est connecté peut-être sur les réseaux, et bien entendu sur les réseaux, mais aussi, et avant tout, c'est être relié à soi, aux autres et au monde, ce qui lui permet comme ça d'exister. Cette construction de son identité, elle se fait vraiment quotidiennement, au jour le jour. Elle a une pratique du numérique et des écrans de manière extrêmement importante, constante. 95% de cette génération se connecte quotidiennement et ça crée 76% d'ailleurs ne pourraient pas vivre sans ce sentiment de reliance, sans ce sentiment de pouvoir se relier aux autres et au monde. À travers son fil d'actualité, je trouve qu'il y a l'idée aussi d'un cordon ombilical qui représente ce fil d'actualité et qui est un cordon ombilical qui me relie, mais qui me nourrit aussi. C'est un peu l'idée que je suis transformée par le monde, je suis transformée par les relations, les interactions que j'ai à travers mes tribus, et en même temps comment je le transforme. Donc voilà peut-être sur la manière dont cette génération construit ses identités. Je regarde juste le temps pour pas prendre trop de temps, et qui permet ce fameux cri générationnel qui est Atawadak, anytime, anywhere, any devices, any content, c'est-à-dire qu'elle veut partout, tout le temps, à tout moment, pouvoir être informée de tout type de contenu, que ce soit des images, des photos, des vidéos, de l'information texte, et en temps réel, et sur toutes ces plateformes que sont la tablette, l'ordinateur et le téléphone portable. Merci le beaucoup. téléphone portable, c'est vraiment j'allais dire, l'extension de la personne Z, et voilà, qui fait peut-être d'elle ce fameux Homo numericus. Voilà, mais je laisse peut-être la parole à Arthur, qui a certainement des choses à ajouter par rapport à ça. L'extension de la personne est l'instrument du nomadisme. Arthur, c'est ce que vous pensez? En fait, moi, ce dont je pensais parler par rapport à qu'est-ce qui définit un peu cette génération, en fait, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant de discuter, c'est quand on crée des produits pour cette génération, qu'est-ce qui est différent en fait dans le process de création, et qu'est-ce que cette génération définit pour nous. Et je pense que le plus gros changement, c'est que avant, je pense qu'il y a trois types un peu d'utilisateurs. Quand on design, on pense beaucoup aux utilisateurs. Donc en fait, il va y avoir des utilisateurs avec qui on peut s'identifier. Et en général, ici, c'est assez facile d'utiliser de l'intuition pour créer des nouvelles options et des nouveaux produits. Ensuite, je pense qu'il va y avoir des utilisateurs qui vont avoir des besoins très utilitaires. Donc si on pense à un docteur ou à un agriculteur,
ou un professeur et qu'on crée des produits pour ces gens-là, il va y avoir beaucoup d'utilité. Et donc, ça peut être aussi, c'est important de parler à ces utilisateurs-là, mais on va pouvoir assez vite inférer des usages et créer des produits. Je pense que le déclic très différent qu'il y a avec la génération Z, c'est que souvent quand on est designer, on n'est pas forcément de la génération Z et que les besoins ne sont pas toujours utilitaires. Un peu comme ce que disait Elisabeth, en fait, il y a la façon dont les outils sont utilisés, je pense, peuvent un peu nous dépasser. Et donc, un des gros changements qu'il y a au niveau du process de design et de création, c'est de vraiment s'appuyer fortement sur ce qu'on appelle la user research, donc de passer beaucoup de temps avec ces utilisateurs-là pour comprendre leurs besoins. Et pour illustrer un peu ce point, je vais raconter une brève anecdote, moi qui m'est arrivé quand je bossais sur Facebook Stories il y a quelques années de ça. On ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de jeunes qui partageaient des photos sur Stories qui, à nos yeux, n'avaient aucun intérêt. Donc, c'était une photo de leur lavabo, une photo de leurs pieds, etc. Et en fait, quand on a fait de la research, ce qu'on a remarqué, c'était que avec ce nouveau médium de Stories, ce qui était important, c'était plus d'avoir la plus belle photo qui allait rester pour toujours sur notre profil, mais c'était de créer un lien fort entre amis. Et du coup, le photo est juste l'excuse pour créer un lien entre ses amis. Et du coup, c'est plus du tout la qualité de la photo qui compte, mais plus que la photo est un reflet un peu de leur quotidien et qu'en partageant 50 fois par jour exactement ce qu'on fait, ça permet à un groupe d'amis de rester en lien. Et en fait, pour cet exemple-là, tant qu'on n'avait pas compris ça, on ne pouvait pas commencer à réfléchir à quelles étaient les options et comment on devait penser aux produits pour cette génération. Et c'est parce que c'était très, très contre-intuitif. Et je pense que ça se généralise beaucoup quand on crée pour cette génération, où ça peut être assez contre-intuitif de comprendre quel est leur besoin et du coup d'essayer d'inférer quel genre de produit on doit créer. Donc voilà, c'est un peu la petite graine que je vais planter pour cette première question. Alors, si je dois continuer, comme je suis tout à fait d'accord avec Elisabeth, c'est vrai que cette génération Z, elle se définit par rapport à ces écrans. Hein. Les jeunes, la génération Z, passent en moyenne 4 à 6 heures par jour devant un écran, et l'écran devient un outil dont cette génération ne peut plus se passer. Hein. Les écrans sont vraiment parmi nous, c'est un fait. Je pense qu'on ne peut pas aller contre. Les parents se caricaturent eux-mêmes. Hein, tant pour les plus jeunes de la génération Z, les parents leur demandent d'éteindre, d'arrêter d'être sur leurs écrans, alors qu'eux-mêmes sont en train de pianoter un message ou de regarder un fil d'actualité. Par contre, je pense que ce qui est important, c'est qu'il va falloir installer ces écrans dans un cercle vertueux et transformer le risque que peuvent présenter ces écrans en une force. Et aujourd'hui, il y a une statistique que je trouve assez incroyable et qui peut être dangereuse. Hein. C'est 2/3 de la génération Z considère YouTube comme son premier moyen d'apprentissage. Alors, justement, parce qu'il y a eu des très bons designers comme Arthur, je pense, qui ont su créer des produits addictifs, des produits agréables à utiliser, des produits très user-friendly. Hein. Et voilà. Et voilà. Et donc, il va falloir utiliser un peu ces écrans et le pouvoir de la technologie pour pouvoir en faire des choses utiles, hein, et transformer ce cercle vicieux, un cercle d'addiction, hein, en un cercle vertueux. Et c'est justement ce que moi je fais au quotidien. Moi, j'ai créé un fonds d'investissement qui s'appelle EduCapital il y a plus de 3 ans et demi, qui est un fonds dédié au secteur de l'EdTech, hein, l'éducation technologie, c'est-à-dire voilà, financer des jeunes entreprises qui vont pouvoir utiliser le numérique et la technologie pour permettre un apprentissage effectivement plus immersif, plus engageant, mais plus utile. Donc, c'est vraiment utiliser voilà, ne plus avoir finalement un fossé entre l'école et ce que font les jeunes dans leur quotidien et ce sur quoi ils ne peuvent plus se passer, mais justement
rapprocher ces deux mondes et vraiment mettre la technologie au service de l'apprentissage. Et on peut voir que la technologie permet justement un apprentissage plus immersif et plus gamifié. Justement, Marie-Christine, sur cette gamification de l'apprentissage et plus globalement de cette génération, est-ce qu'on peut dire que cette génération Z, c'est une génération ludique et si Oui, ensuite peut-être on peut… Allez-y. c'est une génération ludique, hein, c'était une génération qui a été élevée, je dirais, avec le jeu, avec des mécanismes de jeu très addictifs, hein, qui font que voilà, on n'a jamais envie de quitter ce jeu parce que c'est à la fois très rewarding, on est reconnu par ses pairs, on franchit des étapes. Et tout le but, hein, de l'education technology, c'est d'utiliser ces mécanismes, mais au service de l'apprentissage. Et typiquement, nous, pour donner quelques exemples, on a investi dans une société danoise qui s'appelle Labster. Labster fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Donc, ça permet aux jeunes, ça peut commencer dès le collège et le lycée et jusqu'à l'université, de manipuler, de jouer, de faire des expériences et pour l'apprentissage de la physique, de la chimie, des matières qui peuvent être un peu rébarbatives. Et c'est vraiment très ludique, ça se fait soit en 3D, soit en réalité virtuelle. Donc, on est vraiment complètement immergé dans des laboratoires et on peut jouer, manipuler et on retient beaucoup mieux. Voilà. Toutes les études sur les sciences cognitives ont montré que par le jeu, on retenait beaucoup mieux parce qu'on a une mémorisation beaucoup plus efficace. Et typiquement, une société comme Labster a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait un très gros tour de table avec Andreessen Horowitz, qui est dans la Silicon Valley retenu comme étant un peu le venture capitaliste assez visionnaire et qui vient de refinancer fortement Labster, hein, de mettre un financement de 60 millions de dollars, donc qui est beaucoup pour une start-up européenne pour justement développer fortement cet apprentissage immersif. Et un autre exemple que je peux vous donner, c'est une société qui s'appelle PowerZ, qui se lance là, le 15 février, qui a été créée par un entrepreneur assez connu en France dans le domaine du cloud computing, qui s'appelle Emmanuel Freund. Et PowerZ se veut être le Fortnite de l'éducation. C'est-à-dire c'est un grand jeu éducatif. Donc c'est vraiment, on est complètement immergé dans un univers de jeu. Mais par contre, pour franchir les différentes étapes, on doit répondre à des questions de maths, répondre à des questions de sciences. Et finalement, les jeunes ne se rendent plus compte qu'ils apprennent, hein, puisqu'ils sont dans leur jeu. Et donc moi, je suis convaincue qu'on ne peut pas aller contre cette génération Z et son addiction et le pouvoir des écrans sur cette génération, mais qu'au contraire, il faut rentrer dans ce cercle vertueux et et ne pas laisser 2 milliards de jeunes, data de jeunes aux mains des GAFAM. Elisabeth, peut-être si vous pouvez prendre la suite sur cette notion d'identité. Oui, et puis sur la notion de jeu, alors il y a un jeu qu'on peut faire entre le jeu et le sujet, hein, JE, le sujet Z, et puis la manière dont il a de se jouer de ses propres identités, de sa propre subjectivité, et donc comment le jeu devient un jeu JEU. C'est vrai que la génération Z, elle est née dans un monde du gaming, et puis que les potentialités créatives, ludiques, fun du net et des applications leur permettent justement de travailler en permanence leurs identités très souvent avec humour d'ailleurs, à travers des vidéos et des photos qui sont taguées, déformées, retravaillées et sur laquelle eh bien justement ils parlent d'eux, hein, de leur sujet qui est à la fois singulier et pluriel et qui est à la fois unique et multiple. En fait, cette génération, elle abandonne un peu la notion d'individu, c'est-à-dire un individu normé, formaté, construit, presque assigné à résidence, j'allais dire, c'est-à-dire fixé dans une identité de genre ou l'identité professionnelle, etc. Et parce qu'elle s'autorise justement, puisqu'elle vit dans un monde qui est quand même traversé de multiples normes, de multiples influences. Elle est dans un foisonnement de repères, de références, de valeurs. Sur les réseaux sociaux, elle vit ce brassage, mais pas seulement, aussi dans le monde physique. Elle vit ce brassage, j'allais dire, d'identité, de culture, de langue. Et donc, elle va vraiment plus se percevoir comme une personne. Une personne, qui est le sujet Z, hein, la personne, c'est quelqu'un
qui se définit dans et par les relations qu'elle entretient avec l'autre. J'ai confirmation de mon existence par l'autre. Et donc, ça permet que dans ce schéma d'interaction dont on a parlé tout à l'heure, hein, dans le sein des tribus, dans cette densité relationnelle qu'elle entretient avec les membres de ces tribus, elle passe son temps à se reconfigurer parce qu'il n'y a rien de moins de fixe et de statique que la relation. Une relation, ça se travaille, ça s'autoproduit, ça s'autogénère, ça se transforme, et donc elle transforme de la même manière son identité. Une personne, c'est aussi, comment dire, c'est un processus, c'est un mouvement, c'est un élan. Hein. C'est un peu le je suis celui que je deviens. C'est même plus un deviens qui tu es, parce que ça suggérerait que le tu es est déjà quelque chose d'assez fixe et d'assez statique. Non, elle est dans quelque chose qui se crée en permanence à travers les photos, à travers ce que je dis de moi, ce que je rends visible de moi, à travers ces récits, hein, ce que disait tout à l'heure Arthur, de cette quotidienneté qui est ces récits de vie et qui paraissent en effet parfois des fragments de vie et qui ont une certaine cohérence en fait quand on regarde ce que produit cette génération. Eh bien, il y a une forme de cohérence avec ces pastillages, ces réassemblages, à travers tout ce jeu des métamorphoses, des mèmes hein, qui sont utilisés et qui sont ces images détournées, presque un jeu d'anamorphose hein, même qu'on peut trouver pour cette génération. Moi, je parle beaucoup dans mon livre justement de l'autopoïésis. L'autopoïésis, c'est vraiment comment je deviens artisan de ma propre création, de ma propre forme, donc de ma propre identité. Hein, poïésis, en grec, ça veut dire produire. Et cette génération, elle produit des images, elle produit des récits d'elle sur cette vaste agora qui est devenue le numérique, mais aussi dans le monde réel. Et donc, ça va produire ce que j'appelle peut-être une personne un peu baroque. Hein. C'est pour ça, pour moi, c'est ça le sujet Z, c'est un sujet baroque, c'est-à-dire qui est un peu ambigu, qui est original, étrange, hétérogène, et qui en fait permet de dire que le jeu Z, c'est jeu est un autre, et pour parler de la phrase de Rimbaud, et même j'irai plus loin, c'est jeu est des autres. Et c'est tout ça qui se traduit dans cette notion très ludique, créative et fun du digital. Oui, du coup, si je peux parler de comment ça se traduit un peu chez nous, en fait, des trucs qu'on a vus, donc spécifiquement pour Instagram, c'est par exemple l'utilisation des Finsta. Donc, quand Elisabeth parlait de cette idée du je, moi et du je, et aussi de cette idée d'une identité qui n'est pas encore figée et qui est mouvante. Nous, ce qu'on voit dans notre research, c'est qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui créent beaucoup de comptes. Certains comptes sont très éphémères. Ils ont des audiences différentes, donc ils vont jouer avec quels différents groupes d'amis ils vont avoir pour différents comptes, essayer des personnalités différentes. Et vu que cette génération est aujourd'hui à un âge qui est un peu l'adolescence et un peu le moment où on se définit, bah, voilà, ils vont utiliser cette idée de Finsta, donc cette idée d'avoir plusieurs comptes Instagram avec des personnalités différentes pour expérimenter avec différentes personnalités, ce qui n'était pas forcément possible avant, où voilà, quand on a son cercle d'amis, on ne va pas changer de personnalité 3 fois dans la journée, alors que là, avec ces comptes, c'est des choses que les jeunes aiment bien expérimenter. Il y a un autre point, un peu pour exemplifier ce qui a été dit avant, c'est que, encore une fois, là je reviens sur les stories et peut-être plus spécifiquement sur Instagram, où au début on pensait, on a beaucoup pensé aux effets réalité augmentée avec lesquels les gens pouvaient jouer. Et en fait, on a vu assez vite, c'était que les jeunes étaient surtout intéressés de partager leur contexte. Et on en revient à cette idée un peu de récit dont parlait Elisabeth, de dire bah, c'est pas juste de poster des photos et des images un peu aléatoires, mais c'est vraiment de raconter une histoire et de parler de son quotidien. Et c'est pour ça en fait qu'on voit aujourd'hui dans Instagram, on a beaucoup un peu des smart stickers qui nous permettent de prendre un peu de la métadonnée qui nous entoure et un peu d'illustrer notre quotidien et de vraiment de raconter l'histoire de la vie au quotidien qui a l'air de bien se refléter avec la façon dont cette génération fonctionne. Voilà. Merci Arthur. Des métadonnées et des filtres.
Et nous avons tous des enfants et parfois ils vivent leur vie avec des filtres. Alors la question que nous avions préparée lorsque nous nous sommes vus, la question que je dois vous poser à ce stade de nos échanges, c'est la question un peu provoque. Les écrans sont-ils vraiment toxiques? Alors, quelle est votre expérience, vous, Arthur? Et d'une certaine façon, les acteurs du marché, y compris les anthropologues, mais qui ne sont pas que anthropologues et coachs. Alors, je vais poser la question à Arthur. L'aspect nocif, l'aspect vraiment toxique des écrans, comment vous le traitez? La question des filtres est quelque chose qui revient très régulièrement, plus chez les préadolescents. Et puis ensuite, Marie-Christine et Elisabeth. Arthur? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, donc sur les filtres, je suis pas assez proche du sujet pour vraiment avoir des points là-dessus, mais sur le point plus global, à Facebook, la compagnie et après dans chacune des sous-compagnies, depuis quelques années, on a énormément grossi des équipes qui sont spécialisées dans intégrité, safety, well-being, bien-être, etc. Donc, par exemple, là, chez Instagram, on a une équipe qui s'appelle l'équipe Wellbeing, dont le seul objectif, c'est d'essayer de comprendre les éléments toxiques qui peuvent se passer sur la plateforme et d'essayer de les comprendre, de les anticiper et de les adresser. Sur Instagram, typiquement, les sujets, ça va plus être, par exemple, le bullying, donc des choses qui peuvent être extrêmement invisibles, mais qui peuvent être très violents, notamment quand c'est une classe entière qui va s'acharner sur un plus jeune, mais tout ça dans des messages privés, les parents qui n'ont aucune idée, etc. Et comment est-ce que Instagram peut guider l'enfant qui est potentiellement targeté. Et pour faire un peu un virage à 360 degrés, il y a pas si longtemps que ça, chez Facebook, moi je bossais en réalité virtuelle sur Facebook Horizon, qui est la première application en réalité virtuelle de multiplayer en fait, donc social. Et alors, elle n'était pas pour la génération Z, mais par rapport à cet élément de toxicité, en fait, en réalité virtuelle, il y a énormément d'abus qui peuvent être facilités parce que c'est la réalité virtuelle, qui ne le sont pas sur les réseaux sociaux traditionnels. Donc, typiquement, sur les réseaux sociaux traditionnels, ça va être surtout des posts et des messages. Et à détecter, on devient meilleur, vraiment de plus en plus bon et meilleur à détecter ces messages et à les enlever, etc. Même si on a des progrès à faire, on devient vraiment meilleur. Mais par contre, quand c'est de l'abus quasiment physique en réalité virtuelle, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Mais en tout cas, dès le premier jour, on a commencé sur ces projets-là. Pareil, on a créé une équipe donc j'étais le lead designer de Integrity et Safety. Et encore une fois, toute l'idée, c'est d'essayer d'anticiper les problèmes et de venir avec trois types de solutions. Donc, en intégrité et en safety, toxicité, tout ça, il y a un peu trois types de solutions. Il y a un peu la prévention, donc un peu expliquer, voilà, est-ce qu'il faut faire attention, et voilà, un peu côté explicatif. Le deuxième, ça va être de donner des outils. Donc, voilà, quand il se passe quelque chose, voilà ce que tu peux faire dans l'application, voilà comment tu peux te défendre, voilà comment tu peux réagir, voilà comment tu peux prendre des actions. Et le troisième, qui est le côté de notre point de vue, qui est le côté proactif, où on va nous essayer de détecter des situations et potentiellement intervenir soit avant que personne n'ait affaire à la situation, soit au tout début où la situation se crée, pouvoir intervenir. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples pour dire que à travers la compagnie, on est en train de créer des énormes équipes dont l'objectif, c'est vraiment d'être sur tous ces sujets-là et de les anticiper et de les adresser avec une de ces trois méthodes ou les trois méthodes combinées les unes aux autres. Merci beaucoup, Arthur. Marie-Christine, pour les tech, la toxicité. Alors, pour les tech, on a des convictions assez claires. Hein. C'est clair qu'avant, la génération Z, on la prend au sens très large du terme, hein, puisqu'on va de la toute petite enfance jusqu'à jeune adulte. Avant les 3 ans, l'écran est fortement déconseillé hein, pour les enfants. Toutes les études ont montré qu'une utilisation forte hein, des écrans peut vraiment avoir des effets délétères hein, sur le développement cognitif. Après, quand l'enfant commence à grandir et rentre à l'école, nous, on est convaincus que le numérique doit passer par l'école. Il doit vraiment être encadré. Il y a un énorme sujet de formation
à l'usage des écrans. Alors pour former, il va falloir que les profs eux-mêmes soient formés, hein. Mais donc là, il va falloir passer par le début, mais il y a un énorme sujet de formation à l'usage des écrans. On l'a vu, hein, pendant toute la période de confinement où l'usage des écrans a fortement augmenté dans toutes les familles. On a vu que la fracture numérique a été fortement, avant tout, une fracture sociale et non pas une fracture d'équipement, puisque 95% des jeunes sont équipés de smartphones, quel que soit leur niveau social, mais une fracture de l'usage qu'ils faisaient de ces écrans entre ceux qui pouvaient être poussés par des familles qui les invitaient à faire ce qu'on peut faire de merveilleux, visiter des musées du monde entier, et ceux qui étaient arrivés sur des réseaux sociaux ou des jeux. Et donc, c'est pour ça que voilà, il y a un énorme sujet d'apprentissage et de formation au numérique. Et c'est pour ça que nous, on milite fortement pour que la formation au code ou la formation tout numérique rentre dans les processus et dans les programmes éducatifs, non pas pour devenir des codeurs, hein, puisque les machines coderont mieux que nous, mais pour comprendre le numérique, pour comprendre comment marchent les algorithmes, pour comprendre et c'est en comprenant mieux qu'on pourra mieux maîtriser. Et donc, jusqu'à la période de l'âge adulte du jeune, de l'étudiant, le numérique doit rentrer, l'apprentissage numérique doit rentrer dans l'école, parce qu'autrement, si on laisse un enfant choisir sur son téléphone entre un jeu et un apprentissage éducatif, il choisira le jeu, sauf si l'apprentissage éducatif devient plus fort que le jeu. Merci Marie-Christine. Elisabeth, des considérations complémentaires. Je sais que vous les avez étudiées à la loupe au rayon X, CZ. Oui, après, qu'il y ait une toxicité sur. D'ailleurs, Jean Bronner vient de sortir un livre justement sur combien le numérique et les réseaux en particulier sont en train de siphonner, j'allais dire, notre temps de cerveau disponible, et qu'il ne laisse plus la place justement à peut-être un autre type de temps. Déjà rien que l'ennui, hein, on sait que c'est le pire ennemi de la génération Z, c'est de s'ennuyer, et que elle est très sujette à cela, et qu'elle est même capable de quitter une entreprise parce qu'elle s'y ennuie, donc a besoin d'être tout le temps stimulée, et que ben justement ce temps de cerveau disponible qui est lié à, qui permettrait l'ennui, et donc une autre type de créativité, voire même un acte de pensée. Moi, je me rends compte combien, en effet, le fait de devoir toujours réagir en temps réel, avec des notifications qui en permanence viennent bruiter son espace d'existence, en fait, pour la génération Z, empêche peut-être empêche ce temps long que demande la pensée, le temps du silence et de la solitude. Et moi, c'est vrai que nombreux sont les jeunes Z qui me disent, mais moi, le dimanche, c'est YouTube toute la journée parce que je peux pas être seule, je peux pas me retrouver seule. Donc, il y a certainement aussi tout ce temps de la solitude qui aujourd'hui n'est plus exploré, mais qui apparaît plus comme quelque chose d'assez angoissant. Et puis, il y a aussi le temps qui est nécessaire pour prendre du recul, pour se penser dans sa relation à soi, aux autres et au monde. Donc ça c'est vrai que il y a toute cette partie-là. Et aussi le fait que ce qu'on appelle le fear of missing out, hein, le syndrome FOMO, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une peur permanente de passer à côté de quelque chose, d'une nouvelle tendance, d'un nouvel influenceur, d'une nouvelle marque, d'un nouvel objet, etc. Et qui fait, ou d'un nouvel événement, hein, du quotidien, qui pourrait être partagé par sa communauté, et qui fait que cette génération est toujours en vigilance orange, j'allais dire. Elle est tout le temps sur le pied de guerre, tout le temps prête à réagir, et ça influe sur sa capacité de concentration. Pendant les cours, on voit combien les enseignants peuvent s'en plaindre, mais ça influe aussi sur le temps de sommeil, sur tout ça. Et à côté de ça, je vais le tourner en côté positif parce que ça, c'est ma manière de voir les choses. Mais c'est vrai que ça permet cette hyper-réactivité, etc. Ça permet de laisser la place au temps kairos, qui est le temps opportun, le temps réactif, le temps subjectif, et qui permet à cette génération d'être hyper-réactive, agile, adaptable, qui est capable de saisir. Ben, vous savez, Kairos, c'est le petit dieu de la mythologie grecque, qui avait une petite houppette de cheveux sur son crâne rasé, et qui passait en courant et qu'il fallait prendre au moment où il passait. Donc c'était la bonne fortune,
rencontre de hasard. Ben, c'est ça ce qui se passe aussi vraiment dans le monde des aides et dans ce monde qui est dirigé plus par Kairos que par Chronos, hein, qui est un temps plutôt linéaire. C'est ce temps vraiment que permet justement cette mise en vigilance, c'est-à-dire d'être tout le temps prêt en fait à réagir. Ça c'est voilà, je vais tourner, c'est le côté que je tourne en positif. Cette réactivité et cette exposition aux écrans, elle est évidemment très impactée par la crise sanitaire actuelle, qui fait qu'aujourd'hui, l'un des principaux canaux de communication, c'est évidemment les écrans. Quid de cet impact sur la relation Z-écran, notamment concernant comment la réaction des plateformes sociales et comment elles s'emparent du sujet, peut-être Arthur, dans un premier temps, si vous pouvez. Ouais. Oui, alors en fait, nous, ce qu'on a vu avec la crise sanitaire, c'est que ça a complètement accéléré les tendances qu'on avait observées. Et donc, la façon dont ça se traduit en interne, c'est qu'un peu les grands projets qu'on avait pour les 2-3 années à venir, on les a accélérés à 6 mois, 1 an. Donc, pour donner des exemples plus précis, donc stories sur Instagram, par exemple, sur les stories, c'était déjà quelque chose qui a été très poussé, mais le côté live, c'est un peu plus récent. Et donc, là, on a essayé d'accélérer un peu la timeline pour permettre aux artistes et aux créateurs de manière générale à aller live et à créer des interactions entre eux et leur communauté qui soient plus proches, ce qu'on n'avait pas forcément avant. Une autre trend que ça a fortement accéléré, c'est tout le côté pouvoir faire du business en ligne, donc avec tous les magasins qui ont dû fermer et le fait que notamment les plus petits commerçants, pour eux c'est plus difficile de faire du business. Là, nous on avait des plans à 2, 3, 4, 5 ans et voilà, on a doublé, triplé la taille de nos équipes et on a essayé d'exécuter une timeline de 2 ans en 6 mois en gros. Donc ça c'est un peu un autre exemple. Et une autre chose qu'on essaye d'accélérer, c'est l'idée que voilà, il y a de plus en plus notamment de jeunes qui viennent sur des plateformes comme Instagram pour créer une communauté. Nous, on les appelle des créateurs. Et un de nos objectifs, c'est de voir comment est-ce qu'on peut les aider à monétiser leur expérience sur Instagram pour qu'ils puissent transformer leur passion en carrière finalement. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup à la génération Z, qui voit un peu tous ces créateurs, youtubeurs avec des paillettes dans les yeux. Et donc pour nous en interne, la question c'est comment est-ce qu'on peut créer des mécaniques un peu prédictibles pour voilà, proposer à chaque individu de venir sur notre plateforme, de se créer une audience et petit à petit de pouvoir se créer un métier. Donc voilà, encore une fois, le point principal un peu avec cette crise sanitaire, c'est de dire qu'il y avait un peu des tendances qui étaient présentes, certaines qui étaient latentes et certaines, on ne savait pas trop à quel horizon elles allaient vraiment se concrétiser. Et nous, notre réflexe a été de voir en fait lesquelles allaient devoir être accélérées et de donner en fait de shifter énormément de ressources sur ces paris-là pour les accélérer. Et voilà, donc c'est un peu l'effet de la crise sanitaire sur notre quotidien. Marie-Christine, sur le marché de l'EdTech, je suppose que ça a été des tendances un petit peu similaires? Oui, alors sur le marché de l'EdTech, la crise sanitaire a vraiment marqué un tournant. Je dirais qu'il y aura un avant et après Covid dans le marché de l'Education Technology, puisqu'il y a eu une situation quand même assez inédite où 190 pays ont fermé presque en même temps toutes leurs écoles et universités. Et on a eu plus d'1,7 milliard d'élèves, d'étudiants qui ont expérimenté ces nouveaux outils. Donc, on est vraiment dans un tournant de l'histoire. C'est ce que les historiens appellent des accélérateurs de l'histoire. Et ce marché de l'education technology, il a gagné 5 à 10 ans en matière de développement et d'adoption précipitée de tous ces nouveaux usages. Et pour donner une idée, le marché de l'education technology, il était estimé à 500 milliards de dollars en 2025,
en 2025, il est estimé aujourd'hui à 500 milliards de dollars et pré-Covid, il était estimé à 325 milliards. Donc, on a gagné 175 milliards en l'espace de quelques mois. Alors après, effectivement, beaucoup de gens n'étaient pas préparés. La plupart des professeurs, des institutions n'étaient pas préparés. Donc, ce que l'on a expérimenté en matière d'éducation technology, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est la visio, si vous voulez, ce n'est pas que de l'éducation technology, ne se résume pas que à de la visio. C'est comme si je disais, le web se résume à l'usage qu'on pouvait en avoir en 96 ou 97 avec des sites assez assez stables, sans vidéo, voilà, sans très peu de choses à ajouter. Et donc, parce qu'aujourd'hui, ce que la technologie peut surtout apporter à l'éducation, c'est la personnalisation des apprentissages. C'est le fait d'utiliser les datas, mais pour pouvoir donner à chacun un apprentissage personnalisé qui s'adapte à la manière dont chacun apprend, dont chacun se remémore. Et c'est pour ça que moi, je suis une fervente partisane de cette EdTech au travers de l'école. Et pour donner un exemple, ça veut dire que c'est une classe qui se fait de manière totalement normale. Et à un moment donné, le prof interrompt et peut donner des exercices à chacun qui sont des exercices différents. Et donc, c'est ce que faisait le professeur particulier quand il avait 2-3 élèves dans sa classe avec lui. Mais là, on peut le faire sur des classes de 35. Et cette personnalisation de l'apprentissage, elle permet fortement de réduire le décrochage scolaire. Et je dirais qu'elle peut aussi servir tout au long de sa vie. Hein. Les MOOC, aujourd'hui, on sait très bien que seulement 5% des gens vont jusqu'au bout des MOOC parce qu'on n'a pas cette motivation et l'apprentissage, justement, ne s'adapte pas à chacun. Et donc, voilà, et donc c'est pour ça qu'on est au tout début de la révolution numérique que peut apporter la technologie dans le monde de l'éducation. Elisabeth, sur la culture du care, peut-être, est-ce que il y a un bouleversement qui s'est fait de la même manière avec le Covid? Alors, je suis moins enthousiaste peut-être que Marie-Christine ou Arthur sur ce qui se passe pendant cette crise de Covid, parce que j'ai l'impression, quand j'interroge tous ces jeunes, combien il y a une forme de saturation en fait des écrans, comme si les écrans commençaient à faire écran à cette relation physique dont ils ont tant besoin. La génération Z, elle est dans une énergie de vie, elle est hyper vitaliste, elle a besoin de vivre ensemble des expériences inédites, improbables et extrêmement festives. Et donc, elle a été très mise à mal malgré tout par cette crise, parce que nomade, tribale et affective, elle a été à la triple peine quelque part, parce qu'elle était assignée à résidence. Alors, elle a été seule derrière ses écrans. Or, elle a une pratique des écrans qui est souvent très collective. Et puis, elle s'est trouvée séparée du réel, en fait, de cette IRL, in real life, et donc tout ce monde physique qui lui a beaucoup manqué. Donc, en fait, c'est une génération qui est extrêmement sensible, sensitive, sensuelle, etc. On sait que la pratique numérique a amené à cette appréhension du monde extrêmement par les sens et par le toucher. Hein. Un téléphone portable, on l'a au bout de la main, on le touche, on le palpe, on le scrolle, etc. Et donc, il y a une relation à soi, aux autres et au monde qui est extrêmement sensible, extrêmement sensitive, j'allais dire. Et par le toucher. Et donc, elle a besoin de toucher quand même dans la vie physique, se trouver en présence de l'autre, dans la corporéité de l'autre, dans sa proximité physique, pour pouvoir vivre ces expériences. Et pour pouvoir vivre dans cette logique, en effet, du care, qui est dans cette notion de bien-être, c'est-à-dire de vivre bien ensemble, et qui est fait de bienveillance, d'empathie, de sollicitude, de réciprocité, de convivialité, hein, et qui est quelque part est aujourd'hui, dont elle est en manque aujourd'hui. Donc, ce sera intéressant de voir quand on va sortir de tout ça, si justement ces pratiques numériques vont avoir évolué ou pas et dans quel sens. Mais en tout cas, dans son vouloir vivre ensemble, eh bien, la crise sanitaire et les écrans ont peut-être pas toujours été positives pour elle. C'est une génération qui est
Je voulais rebondir sur ce que vous dites. Parce que, je partage votre opinion. Hein. Moi, je ne pense que ce que l'on vit aujourd'hui, ce n'est pas le meilleur usage du tout des écrans, et particulièrement dans le secteur éducatif. Hein. L'education technology, ce n'est pas du tout d'être seul chez soi derrière une visio avec sa classe entière en visio et son professeur en visio. Au contraire, normalement, c'est une utilisation beaucoup plus hybride. Et normalement, voilà, les exemples qui marchent, hein, c'est des exemples où on a effectivement, on peut avoir certains cours en visio qui sont des cours magistraux avec les meilleurs profs voilà, qui justement savent captiver les élèves. Et au contraire, on va en classe, un enseignement totalement hybride. On va en classe pour partager, pour justement avoir ce lien social, pour partager avec les autres, pour travailler de manière collaborative, pour développer sa créativité. Voilà, c'est ce que le philosophe Yuval Harari appelle l'école des 4C. C'est l'école qui développe la créativité, l'esprit collaboratif, la communication. Voilà, et c'est pas du tout ce que l'on vit aujourd'hui. Hein. Ce en quoi je disais que c'était une révolution, c'est qu'on a eu l'expérimentation de grandeur nature la plus forte, et il y a des barrières psychologiques qui sont tombées, hein, et parce que les gens ont expérimenté des choses. Je pense que par exemple faire des cours de langue en visio, avant peut-être plein de gens se seraient dit bah non, je vais pas faire des cours de langue en visio. Aujourd'hui, voilà, c'est des usages qui se sont généralisés. Donc il y a eu des barrières psychologiques tombées, mais effectivement ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'on est. Voilà, malheureusement c'est une situation sanitaire assez catastrophique, et c'est aussi une impréparation très forte des systèmes éducatifs, parce que les systèmes éducatifs auraient eu le temps, auraient dépensé, auraient investi dans des plateformes beaucoup plus collaboratives et conviviales, on n'aurait pas ce phénomène de la visio qui aujourd'hui accroît fortement la solitude. Merci Marie-Christine. La vision, on la vit tous, et donc d'une vue-là, nous sommes tous face à une situation unique. Et les réseaux sont assez uniformes. Alors la question qu'on se pose et qu'on vous pose, c'est de savoir si l'uniformité, l'homogénéité et la globalité des réseaux est conforme à cette génération. Autrement dit, si la génération Z est aussi uniforme, globale et homogène que les réseaux. Derrière Arthur, je entends un presque Z qui vit à New York. Et est-ce que pour Arthur, il a le sentiment qu'il est face à une génération Z qui est semblable à tous les points dans tous les pays du monde d'une certaine façon? Et est-ce que vous dessinez tous ensemble, ou lorsque vous réfléchissez, vous, Elisabeth, à une population unique? Donc les Z sont-ils homogènes, uniformes et globaux? Elisabeth, Arthur peut-être et Marie-Christine. Alors, c'est vrai que la génération Z, alors comme j'ai parlé du sujet Z, ce serait difficile pour moi de dire que la génération Z est uniforme, puisque justement, elle est faite uniquement de personnes qui sont assez polymorphes et multiformes. C'est sûr, c'est que la génération Z, elle a en commun quand même la culture digitale. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a une forme d'identité générationnelle qui nous permet de parler d'ailleurs de la génération Z en tant que génération. Un jeune, c'est vrai, de 18 ans à Paris, mais je pense que Arthur nous en parlera mieux, mais moi, c'est très souvent ce que j'ai dans les entreprises dans lesquelles je parle, qui sont des entreprises qui peuvent être internationales et où, en effet, on me dit, mais un jeune Z en France, en Inde, à Rio de Janeiro et à New York, eh ben c'est le même. Et il y a beaucoup plus de différences intergénérationnelles entre un jeune Français et ses parents que entre un jeune Z et d'un pays par rapport à un autre. Je pense que c'est parce qu'il y a cette culture digitale, ça c'est vrai. Et puis cette manière donc de représentation du monde extrêmement sociale. Ensuite, il y a aussi, en effet, ces aspirations qui sont communes, qui sont des aspirations au mouvement, à la collaboration, à la coopération, ces aspirations au lien, qui fait qu'on a du même au sein de cette génération. Néanmoins, c'est une génération que j'appelle une génération liquide. Alors c'est pour reprendre le terme de Zygmunt Bauman, c'est celui qui a écrit sur les sociétés liquides. Et en fait, pour moi c'est ça, c'est-à-dire cette génération, elle passe son temps à se reconfigurer de la même manière qu'elle reconfigure ses identités. C'est-à-dire qu'on voit apparaître énormément de microcultures, de sous-cultures, de sous-sous-cultures
et qui permettent justement à cette génération de rentrer dans les interstices du numérique et des réseaux sociaux qui, pour certains, leur paraissent déjà beaucoup trop mainstream. C'est-à-dire, dès qu'une sous-culture a un certain nombre de ses codes qui sont récupérés de son style de vie, va trouver que ça va rentrer justement beaucoup trop dans une visibilité de ces réseaux traditionnels et donc va créer des sous-cultures. On parle d'un deep TikTok, etc. Enfin, tout ce qui traverse un peu tous ces réseaux sociaux et cette génération en particulier. Je pense que cette génération, elle est un peu à l'image des écosystèmes dans lesquels elle évolue. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans le nouveau, ce que Edgar Morin a parlé du nouveau paradigme de la complexité. Complexus, ça veut dire vraiment tout est relié, tout est lié. C'est cette notion donc de reliance, de relation dont je parle depuis le début et qui est si symptomatique de cette génération. Et c'est vrai que dans ce système complexe qui vibrillonne, qui est en mouvement permanent et qui, parce qu'elle est en mouvement, permet de garder un équilibre, eh bien, on voit des émergences inattendues et des bifurcations qu'on ne peut même plus prédire. Donc, en fait, pour moi, cette génération, elle est peut-être à cette image-là, c'est-à-dire qu'elle bouge, elle vibrillonne sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses, elle est très créative, elle crée des nouveaux modèles, des nouveaux codes en permanence, et ça laisse la place à des émergences, justement, qui sont ces microcultures, ces sous-cultures. Enfin, je pense par exemple à une qui est la cottagecore, par exemple, où il y a vraiment, c'est toute cette sous-culture qui tourne autour de Jane Austen, du monde de Beatrix Potter et de tous les dessins de Miyazaki, et qui érige la vie pastorale du 19e siècle en mode d'être et en style de vie. Voilà, c'est tout ça en fait qui est émergent et en permanence il y a des émergences en fait dans ce système qui bouge tout le temps et dans ces systèmes complexes en fait. Et ça laisse la place à l'aléa, au risque, à l'inattendu et donc ça me semble difficile qu'elle est complètement homogène. Et non, elle est pour moi totalement polymorphe, même si il y a une forme d'identité commune qui est réelle. Merci beaucoup, Elisabeth. Arthur, homogène, polymorphe, quelle est votre expérience sur les plateformes en réalité? Oui, alors nous, de manière générale, la façon dont on construit les produits, c'est qu'on va essayer de construire un produit, un Facebook, un Instagram pour la planète entière et de ne pas avoir 35 versions différentes du même produit. Donc ça, c'est un peu notre je ne sais pas si c'est un mot d'ordre, mais c'est en tout cas notre stratégie. Et donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre s'il y a des usages qui sont spécifiques à une audience particulière, donc que ce soit la génération Z ou la génération Z dans un certain pays, et de voir s'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre, qu'après, on va pouvoir généraliser pour tout le monde. En tout cas, on essaye d'éviter d'avoir trop de versions différentes du même produit. Et de ce que je sais de la génération Z par rapport à ce sur quoi on travaille, on est clairement sur des besoins qui sont assez homogènes. Mais en fait, la façon dont on fait, c'est que nous, on vient vraiment créer un espèce de... Toutes les options qu'on crée, tous les produits qu'on crée, c'est plus des frameworks qui vont permettre un framework commun. Donc, par exemple, tout à l'heure, Elisabeth parlait de sous-culture. Maintenant, on va essayer de se dire, ça va être quoi un produit qu'on peut créer qui va permettre à plein de sous-cultures de vivre, plutôt de se dire on va créer plein de produits qui sont chacun en fait associés à une sous-culture. Donc on peut voir quand le hashtag a été inventé par Twitter, si je ne me trompe. Voilà, c'est une manière de se dire il y a des sous-cultures qui vont pouvoir s'agréger sur ces fameux hashtags. Et donc nous, l'idée c'est un peu ça, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut créer des produits qui vont permettre ces sous-cultures. Voilà, et un exemple qui n'est pas vraiment illustrant de la génération Z, mais plus de notre approche, c'est qu'on voit qu'au Japon, les gens utilisent Instagram complètement différemment du reste de la planète de manière vraiment très disproportionnelle. Donc voilà, il y a quelques années, on a décidé de monter une équipe au Japon pour comprendre la culture locale, mais l'objectif, c'est pas de créer Instagram Japon, mais de voir un peu quels sont les usages qui pourraient être intéressants d'explorer là-bas. Et une fois qu'on comprend des nouvelles choses qui fonctionnent, essayer de le généraliser. Donc ça, c'est juste un peu notre approche à travers n'importe quel produit qu'on va développer chez Facebook.
Avant de passer la parole à Marie-Christine, Arthur, est-ce que vous pourriez juste préciser cette expérience au Japon pour qu'on comprenne bien cette spécificité que vous Ouais, donc avez? au Japon, donc, de ce que je comprends, moi je suis pas dans cette équipe-là, mais de ce que je comprends, c'est que, par exemple, quasiment dans tout le reste de la planète, les hashtags sont pas très utilisés, mais au Japon, les hashtags sont beaucoup utilisés et de manière très particulière. Donc les gens vont chercher pour hashtag je veux rencontrer des gens qui sont passionnés de chaises en bois. Et en fait, avec le kanji qu'ils utilisent, tout ça, ça fait un hashtag qui est en fait très court. Et donc ils vont utiliser ces hashtags qui sont presque des phrases pour s'agréger et pour un peu naviguer le monde. Et ce qui se fait pas du tout quasiment sur le reste de la planète. Et donc voilà, ça c'est juste un exemple concret de quelque chose qui est complètement unique. Et même l'exemple que je raconte, c'est un exemple qui est extrêmement répandu. C'est pas du tout quelque chose de niche. Donc l'idée c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre de cet usage-là, qu'est-ce qu'on peut développer pour ça, et est-ce qu'il y a des choses qui sont généralisables. Donc voilà, c'est juste un exemple concret. Merci beaucoup, Arthur. Marie-Christine, pour le monde de l'EdTech, un marché global, une population globale, comment vous investissez ce champ-là? Et puis, est-ce qu'il y a une question de souveraineté éducative que vous essayez de mettre en place en Europe ou en France? Alors, c'est clair que pour la tech, un marché global, quand il s'agit d'outils, je dirais qu'il n'y a pas de sujet, mais quand on commence à parler de contenu, ça devient beaucoup plus dangereux. Et l'emprise des GAFAM, la volonté forte des GAFAM de rentrer dans les salles de classe. Aujourd'hui, Google équipe une salle sur deux une salle de classe sur deux aux États-Unis, Microsoft de même. Donc, il y a vraiment une volonté forte de rentrer dans les GAFAM, au départ par des outils, et ensuite Google a lancé un App Store d'applications éducatives. Et donc là, oui, effectivement, il y a un enjeu très fort de souveraineté éducative. Est-ce que l'on veut avoir une homogénéisation de notre culture et de nos apprentissages, et deux, il y a un enjeu de données personnelles importantes, parce qu'on sait quand même que le modèle économique des GAFAM, c'est un modèle économique basé sur la publicité. Et donc, est-ce qu'on veut laisser les données personnelles de milliards d'enfants chez les GAFAM, et demain, peut-être chez des acteurs chinois, parce que les acteurs chinois se développent très fortement, et principalement sur le sujet de l'intelligence artificielle. Et donc, c'est clair qu'il y a un enjeu fort de souveraineté éducative, de souveraineté, je dirais, culturelle, à créer nos propres filières d'éducation technology, justement pour pas laisser une emprise trop forte aux acteurs de la Silicon Valley ou de Shanghai. Merci Marie-Christine. Parlons désormais peut-être de la transparence. Est-ce que c'est une exigence des aides pour le marketing digital, notamment peut-être sur les plateformes, Arthur? Oui, alors, en fait, je pense que la génération Z a besoin de sentir un contact direct direct et authentique. Je pense que authentique, c'est presque plus important que direct. Et peut-être que à travers la transparence, je pense qu'il y a ce besoin d'authenticité. Et je pense que ce que la génération Z peut trouver dans un produit comme Instagram, c'est un peu cette idée de pouvoir shortcuter un peu tout le système et de vraiment se faire son opinion directement sur le produit ou sur les entreprises. Je pense que c'est, pour être spécifique, je pense que c'est là où les stories qui ont un peu cette idée de donner l'envers du décor, le behind the scenes des créateurs et des entreprises, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et de manière générale, essayer de vraiment créer cette transparence qui, je pense, en fait, est mieux représentée par les créateurs, là où la génération Z, je pense, s'identifie plus aux créateurs qui vont promouvoir des produits, etc. Parce que avant de promouvoir des produits, ils ont juste des choses à dire, et donc ils s'attachent à ça, et ensuite, une fois qu'ils ont le trust un peu de ces créateurs, ils vont voir un peu quelles sont les choses qui les intéressent. Et donc tout ça, je pense que ça shift un peu comment on doit penser au marketing digital et comment on doit penser entre la relation entre l'individu et l'entreprise, et comment ces deux-là communiquent. Et en tout cas pour nous,
vraiment la direction, c'est plus d'authenticité, plus de transparence, une communication entre les deux. Et du coup, une des questions pour nous, c'est comment notamment pour ceux qui sont entre guillemets des créateurs, comment on va leur permettre de communiquer avec leur audience à échelle. Parce que voilà, s'il y a 300 000 personnes qui me contactent et que moi je suis juste un individu dans ma maison à faire mes trucs, ça va être un petit peu compliqué. Donc on essaie de comprendre ces tendances et de voir comment est-ce qu'on va pouvoir faciliter cette transparence et cette authenticité à travers divers outils. Donc voilà. Après, c'est une transparence, et c'est aussi quelque part, ça reste des influenceurs avec derrière un potentiel de consommation et de jeu. Elisabeth, peut-être sur cette notion de créateur et d'influenceur, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur l'idée qu'en fait tout le monde peut le faire finalement, et en quoi ces influenceurs-là ont peut-être davantage la parole que d'autres? Oui, alors c'est vrai que sur cet espace scénique qu'est le net, qu'est le digital, eh bien l'idée c'est vraiment d'arriver, de se dire que il suffit d'une photo ou d'une vidéo pour pouvoir atteindre la célébrité ou en tout cas se distinguer des autres et pouvoir que ça fasse le buzz et donc avoir un certain pouvoir d'influence et donc d'avoir des followers. L'idée que tout un chacun peut le faire, c'est ce que j'appelle the girl next door, c'est-à-dire la fille d'à côté, elle a rien d'exceptionnel, elle n'a pas des super pouvoirs, et pourtant il a suffi d'une photo ou d'une vidéo, d'une danse qu'elle a fait sur TikTok pour pouvoir pour qu'elle soit connue, pour qu'on puisse la suivre, etc. Ces influenceurs créent une relation de proximité avec les internautes, avec leurs followers. Et c'est ça qui est très important dans la notion de transparence, qu'il y a vraiment cette notion aussi de proximité, le fait que j'engage une relation avec quelqu'un qui est au-delà même simplement d'être connu, c'est quelqu'un que j'aurais pu ne pas connaître d'ailleurs dans la vie réelle, mais avec qui j'engage un vrai dialogue, parce que je peux mettre des commentaires, etc. Et cette personne me répond. Et ça crée ça. Il y a une forme de connivence, de convivialité. Il y a quelque chose qui fait que j'existe dans le regard de cette personne si connue aussi. Et que je partage aussi les mêmes choses, que je partage les mêmes soucis. Par exemple, je pense par exemple à Théo Grosjean, qui est un jeune influenceur sur Instagram et qui fait des dessins parce que c'est l'homme le plus flippant du monde. Et donc, c'est sur le hashtag anxiété. Et donc, il a beaucoup, il parle beaucoup justement de ses angoisses, de ses anxiétés, etc. Et donc, pour les gens qui le suivent, de se dire, je partage avec lui, qui est pourtant, voilà, il est comme moi en fait au bout du compte, et on partage les mêmes angoisses, on partage les mêmes peurs, etc. Donc, il y a vraiment ce schéma de proximité et qui le fait que, justement, ça crée une forme de transparence. C'est-à-dire, je me retrouve dedans, quand je vois ce qu'il partage, quand je le vois dans son quotidien, je me dis que c'est aussi un peu moi. Et donc, du coup, ça permet ça. Autrement, les influenceurs, et du coup, je donne une sorte de figure d'autorité sur les influenceurs. La notion d'autorité, pour moi, elle est aujourd'hui complètement reconfigurée. C'est-à-dire que on n'est plus dans une notion d'autorité down, etc. On le voit beaucoup dans les entreprises, ça j'en parle beaucoup dans les entreprises, mais on n'est plus dans ce format d'autorité, une autorité d'expertise, une autorité de statut, de fonction, etc. Mais ça va être une autorité à l'image complètement des influenceurs, justement. C'est une autorité qui est donnée, qui est partagée, qui est éphémère aussi parce qu'elle peut être reprise. Et c'est moi qui décide de donner en fait autorité à quelqu'un sur moi, j'allais dire, ou sur ce que je suis en train de vivre. Donc c'est une nouvelle forme aussi de figure d'autorité que représentent ces influenceurs et qui est assez intéressante à observer. Un influenceur, ceci étant dit, qui ne serait pas congruent, c'est-à-dire qui ferait quelque chose qui n'est pas qui fait quelque chose il fait quelque chose et il dit ce qu'il ne fait pas, enfin qui n'est pas là-dessus, eh bien on pourrait lui retirer aussi rapidement, sa communauté peut lui retirer donc ne plus le suivre et lui retirer cette notion d'autorité qu'il peut avoir. Donc là aussi encore la transparence. Ces influenceurs, ils se disent au quotidien dans un fil continu d'actualité. Et c'est vrai que, la génération Z est très lucide sur ce petit jeu qui se joue parce que le quotidien qui est montré, c'est un quotidien souvent transformé, manipulé, maîtrisé,
on le montre d'une certaine manière. Et la génération Z n'est absolument pas dupe de ce jeu-là, puisqu'elle-même les joue d'ailleurs autrement sur ses réseaux. Elle est aussi tout à fait consciente que un influenceur fait ce qu'on appelle du personal branding. Il se vend en tant que marque, mais il vend aussi, surtout, il fait du vrai marketing de marque, c'est-à-dire qu'il vend des marques. Mais ça ne la dérange pas, elle en est tout à fait consciente. Et elle sait, et c'est ça, je pense, qui est important aussi, c'est qu'elle sait qu'à tout moment, dans ce système de tribus, qu'elle peut retirer justement son adhésion. Ces tribus, elles sont ouvertes, elles sont complètement fluides, elles sont liquides, et donc on peut y rentrer, on peut en sortir aussi facilement qu'on y est entré. Et donc, on peut lâcher, j'allais dire, quelqu'un s'il s'avérait que justement, soit il est soutenu par une marque ou qu'il parle d'une marque qui n'est pas éthique, parce que c'est quelque chose qui est important. On est aujourd'hui dans la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. On sait combien c'est important pour cette génération Z qu'une entreprise soit éthique, qu'elle ait une responsabilité sociale, qu'elle s'engage sur les problèmes d'inclusion, qu'elle s'engage sur les problèmes des inégalités, qu'elle s'engage sur les problématiques écologiques. Et donc, pour les influenceurs soutenus par une marque ou qui ne seraient pas congruents par rapport à leur engagement, on lui retire aussi vite son engagement. Et juste sur la notion d'autorité, je trouve que le numérique transforme un peu cette notion d'autorité, puisque l'autorité dans l'apprentissage est de moins en moins descendante et de plus en plus entre pairs. Et on voit des systèmes d'apprentissage entre pairs assez innovants, avec des écoles sans professeurs, une école 42 où il y a plus de professeurs, mais l'apprentissage se fait entre pairs sur des projets collaboratifs, ou dans l'entreprise, voilà, des systèmes de learning management system et d'apprentissage, de plateformes de formation où finalement ce n'est plus une information descendante dans l'entreprise, mais une formation qui se fait beaucoup de manière collaborative entre pairs où chacun finalement peut former son voisin de bureau ou la personne qui est assise en face et en face de lui. Et donc un rapport à l'autorité voilà, beaucoup moins important que ce qu'il y a pu avoir avant. Merci beaucoup Marie-Christine, Elisabeth et Arthur. Il est 19h15 et donc nous avons quelques minutes, un peu moins de 15 minutes pour les questions-réponses. Il y a de nombreuses questions dans le chat. Alors, je vais commencer à vous en livrer. Marie-Christine, je pense que c'est pour vous. Est-ce que vous avez des statistiques ou des informations particulières sur le rapport des jeunes au jeu, J-E-U? J'ai pas de statistiques, non, je n'ai pas de statistiques, mais je pense qu'il joue un rôle très important de captation du temps de cerveau disponible, et c'est pour ça que toutes ces mécaniques d'utiliser le jeu dans l'apprentissage se révèlent, comme je l'ai dit, assez positives sur le fait que finalement on apprend mieux, on retient mieux et surtout on décroche moins. Et aujourd'hui, le fléau dans tout le système éducatif, que ce soit du primaire, collège, lycée jusqu'à beaucoup plus tard, c'est le décrochage. Aujourd'hui, par exemple, dans le système éducatif français, on a 80 000 enfants qui décrochent chaque année du système scolaire, et donc on a un système scolaire de plus en plus élitiste. Et c'est vrai qu'en ramenant les enfants à l'école par le jeu et un engagement beaucoup plus fort, on pourrait réduire une partie de ce décrochage. Mais vous, concrètement, Marie-Christine, votre politique d'investissement, c'est de mêler le jeu JEE. C'est d'utiliser tout ce que le numérique peut apporter pour rendre un apprentissage plus efficace, plus immersif, plus engageant. Donc le jeu est une des méthodes, mais il n'y a pas que du jeu, il y a des choses qui sont très différentes. Par exemple, typiquement, on peut investir dans des technologies d'apprentissage, ce qu'on appelle l'adaptive learning. L'adaptive learning, on a investi dans une société qui s'appelle Lalilo, qui fait de l'apprentissage de la lecture pour les petits à base d'intelligence artificielle. C'est pas du tout du jeu, c'est de la manipulation de syllabes, c'est de la manipulation de mots, sauf qu'elle est faite de manière personnalisée pour
pour chaque enfant. Donc le jeu est un des moyens, comme il y en a d'autres. Hein. Comme j'ai une question, j'ai vu dans le chat sur l'utilisation pour l'apprentissage des langues, effectivement, entendre et parler. Effectivement, parmi un apprentissage des langues, il y avait de la vidéo, il y a des plateformes qui proposent un apprentissage des langues à partir d'extraits de films où l'on revoit du film, on écoute et on peut même aussi s'enregistrer. Voilà. Donc c'est toutes les techniques voilà, du numérique et tout ce que la technologie peut apporter à l'apprentissage. Et le jeu est une des solutions, mais c'est pas la solution ultime. Moi, je pense que la solution ultime, c'est plus la personnalisation de l'apprentissage. C'est plus voilà, un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chacun apprend et qui permet de faire répéter des concepts pas compris, de s'adapter au rythme d'apprentissage. Et vraiment, voilà, et je pense que c'est vraiment l'utilisation d'intelligence artificielle qui est la plus grosse révolution, plus que réellement que le jeu. Merci beaucoup, Marie-Christine. Il y a toute une série de questions sur le jeu, cette fois-ci JE. Et ça, j'imagine que c'est aussi pour Elisabeth. En vous posant la question de façon très concrète, est-ce que c'est pas dangereux de vivre que par les autres? Est-ce qu'on ne se perd pas soi-même quand on perd son jeu, JE? Il y a certainement quelque chose autour de ça, c'est vrai. Est-ce que, en effet, le jeu ne se dilue pas dans le nous et que ce nous, justement, on le voit, par exemple, dans les effets de meute hein, que l'on voit apparaître sur les réseaux sociaux, où derrière le collectif, tout est possible et qu'on peut beaucoup plus facilement, j'allais dire, avoir un certain type de discours ou de posture d'exclusion, de haine, etc. Donc, il y a certainement de ça, c'est-à-dire que le temps réflexif, c'est un temps long et ce temps n'est pas quelque chose qu'a la génération Z qui vit dans l'instantanéité du net. Hein. Elle vit l'instant présent, elle vit dans une forme de réactivité permanente et donc ce temps réflexif qui était dans la vidéosphère, c'est quand même beaucoup plus difficile. Oui, il y a une possibilité de déperdition de soi dans l'autre, ça c'est sûr, et en particulier dans le collectif. Et ce sera intéressant, justement, d'être assez vigilant sur, en effet, voilà, c'est comment, en effet, on manipule parfois plus facilement un collectif d'ailleurs qu'un individu. Et oui, il y a pour moi quelque chose, il y a un risque là-dedans. Merci beaucoup. Arthur, alors vous n'êtes pas devin, mais quelle prospective sur l'avenir des réseaux de votre fenêtre de tir, si je puis m'exprimer ainsi? Ouais, je pense que la fenêtre de tir, je pense qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure sur la transparence et l'authenticité. Pour moi, c'est une tendance qui est déjà assez forte aujourd'hui et je trouve que c'est une belle tendance, donc j'espère et je pense que c'est quelque chose qui pourra sûrement continuer. Donc, ouais, je pense que ça, c'est une des choses des réseaux sociaux. Et l'autre chose dont j'ai aussi un petit peu parlé, c'est vraiment cette idée qui tient à cœur à Instagram, en tout cas, de pouvoir permettre aux gens de transformer leur passion en métier. Et je pense qu'il y a une certaine tendance où les jeunes d'aujourd'hui ont envie de faire des métiers qui soient plus meaningful et pas forcément un peu les grands métiers qu'on avait en tête avant. Et quelquefois, ces métiers qui sont plus meaningful, en fait, c'est des passions. Et souvent, le mur, c'est qu'on n'arrive pas à monétiser sa passion. Et donc, voilà, je sais que ça tient à cœur à Instagram d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut permettre à n'importe qui de transformer cette passion en métier, en générant du revenu au milieu, qui est vraiment la question clé. Donc voilà, je pense que ça, ce sont l'authenticité et le côté transformer une passion en métier qui sont des points du futur qui vont être intéressants à observer. Merci beaucoup, Arthur. Bon, il y a cette question qui est revenue dans la préparation et lorsqu'on a questionné ceux qui nous ont aidés à construire cette séance, c'est l'avenir de l'école avec les écrans. Est-ce que, encore une fois, vous n'êtes pas devin, mais quelle tendance, Marie-Christine et peut-être Elisabeth? Alors moi je trouve que c'est pas seulement les écrans qui sont voilà, l'avenir de l'école c'est pas avec les écrans. L'avenir de l'école c'est avec de l'innovation pédagogique grâce au numérique. Mais le numérique n'est qu'un outil
au service de l'enseignant, au service du professeur, hein, et il va falloir apprendre de manière différente, enseigner de manière différente. On l'a vu, hein, typiquement, je vois pas mal de choses dans le chat sur enseigner les langues, il y avait de la visio, parler avec des gens du monde entier, enseigner les langues avec de la vidéo, enseigner de manière plus personnalisée. Donc c'est vraiment, et du coup, moi je pense que c'est donner plus de liberté pédagogique, ça va passer par plus de liberté pédagogique donnée au professeur, hein, pour lui permettre de choisir l'outil, le support dont il a besoin pour enseigner, et donc une révolution un peu dans beaucoup de systèmes éducatifs, hein, qui était jusqu'à maintenant très descendant, et donc dans les pays dans lesquels, par exemple, l'éducation technology s'est vraiment développée, comme les pays comme la Finlande, par exemple, il y a une énorme liberté pédagogique donnée au professeur qui choisit l'outil dont il a besoin. Et donc, c'est vraiment d'investir dans l'innovation pédagogique. C'est vraiment, voilà, c'est le nerf de la guerre, et c'est pas, et l'écran n'est qu'un support. L'écran n'est qu'un support, n'est qu'un outil pour faire passer des choses. Et l'écran ne peut d'ailleurs être utilisé qu'une toute petite partie du temps utile d'enseignement. Merci beaucoup. Elisabeth? Le futur de l'école. Avec les écrans, hein. Ouais. Moi, je travaille beaucoup en banlieue, justement, dans des lycées professionnels, et donc je vois ces jeunes, en effet, qui naissent numérique de manière colossale, puisque ils utilisent justement uniquement de manière ludique et sociale leur téléphone, et pas tant pour apprendre que pour se former, voire même pour aller chercher des stages, des apprentissages, etc. Donc même la recherche par mots-clés est quelque chose d'assez difficile pour eux. Donc il y a vraiment, à mon avis, plusieurs écoles. Donc c'est difficile pour moi de dire le futur de l'école, parce que justement, c'est peut-être de ça dont on souffre aujourd'hui, c'est que c'est ce monolithe de l'école qui fait que tout le monde doit apprendre la même chose en même temps, alors qu'on a vraiment des fractures énormes. Ce qui est sûr, c'est que je me rends compte que cette génération, elle a envie d'apprendre en faisant. Elle est un peu dans le test and learn, se donner le droit à l'erreur et recommencer, et recevoir du feedback tout au fur et à mesure de ses apprentissages de manière informelle, permanente, etc. Bienveillante, tout en étant ça, je pense que c'est très important d'avoir une proximité. Je reviens beaucoup sur la notion de proximité, mais elle me semble fondamentale pour cette génération. Ouais. C'est une génération qui est quand même qui met de côté la raison au profit des sens quelque part, et donc du coup elle a besoin d'être dans la proximité de celui qui va lui apprendre, et que ce soit à l'école ou même en dehors de l'école, et donc de montrer le geste, par exemple, pour pouvoir apprendre de celui qui a un savoir-faire. Mais je le vois aussi parce que pour écrire mon livre, travailler dans des Fab Labs, dans des tech shops, etc. C'est vraiment le fait de voir celui qui a un savoir-faire, c'est lui qui a autorité d'ailleurs sur moi, et puis qui me montre comment on fait, et puis je peux répéter le geste après en totale autonomie. Donc il y a le apprendre en faisant, il y a le fait de recevoir très vite des feedbacks, vraiment quasiment en temps réel, ça c'est très important. Et autrement, utiliser les intelligences multiples. En fait, c'est une génération qui est née avec la théorie des intelligences multiples d'Edward Gardner. Et en fait, aujourd'hui, on est encore dans des systèmes trop souvent où on utilise uniquement le cerveau logique cartésien, etc., alors qu'on sait qu'on a 7, voire maintenant 9 intelligences. Donc, c'est peut-être ça aussi la révolution que peut faire l'école, c'est peut-être d'aller chercher, donc par une personnalisation, et ça, je suis assez d'accord, hein, on voit. Ce serait que la suite logique d'ailleurs du Web 3.0, hein, puisque maintenant nous y sommes, qui est une hyper-personnalisation. Ben, ce serait aussi peut-être ça, et là je rejoins peut-être Marie-Christine, de cette hyper-personnalisation des apprentissages. Voilà peut-être ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup. Arthur, un mot de la fin? Je suis pas sûr d'avoir grand-chose à ajouter, à part que c'était un plaisir de partager, de communiquer sur ce sujet de la génération Z. Donc, juste merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup. Alors, au nom de Laurent, Gaël et de moi-même, merci infiniment. Pour ceux qui sont intéressés par poursuivre cette conversation et surtout vous poser à vous, puisque vous êtes les sachants, Arthur, Marie-Christine et Elisabeth, des questions, eh bien, je vous donne l'email du professeur Chip, et si vous en êtes d'accord, tous les trois, nous relayerons ces questions à vous.
Un dernier mot au nom de Laurent Gaël et moi-même pour remercier Drew Chagrin, Merwan Edadi, Johan Marcelier et Sandrine Kiefer qui nous aident fidèlement sur ce professorship. Le deuxième webinaire sera consacré à l'autorité et aux nouvelles modalités d'enseignement pour la génération Z. Voilà, tout un programme. Et en tout cas, entre nous, merci infiniment Arthur, Marie-Christine et Elisabeth, c'était absolument passionnant. Et comme je vous l'avais promis, merci à tous. Vous êtes libérés. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, comment je quitte? Il faut quitter. Alors, ça, c'est l'avantage de Blackboard. C'est, alors, attendez. Comment on quitte sur Blackboard? Vous pouvez la parler. Je sais pas non plus. Tu vois, tu es le premier à parler, Laurent, et tu seras le dernier. Donc, bon, à bientôt. Merci à Merci. Bonne soirée, David. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Merci à Gaël, hein, qui vient de quitter aussi. Ouais. À bientôt. Non. À bientôt, Merwan. Et merci, Marwan, oui, bien sûr.